Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC. Indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14 h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20 h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Ambago. Bonjour chers auditeurs, bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à votre magazine hebdomadaire Jeudi Économie. Vous connaissez les rubriques, taux de change à l'indicatif, à l'interbancaire et au parallèle. Vous aurez le cours des principales des exportations du pays, le panel de la ménagère et un invité pour commenter un sujet de l'actualité économique. Commençons par le taux de change. Béro Matanda, bonjour. Bonjour Eric Ambago. Quelle est la parité aujourd'hui, franc congolais, principale devise étrangère? La parité franc-congolais principale devise étrangère à l'indicatif se présente comme suit. Un dollar américain vaut 2812,7271 francs congolais. 1 euro équivaut à 3043,5685 francs congolais. 1 franc CFA égale à 4,6399 francs congolais. Et 1 rand sud-africain vaut 149,7010 francs congolais. Au marché parallèle, 1 dollar américain équivaut à 2815 francs congolais, 1 euro vaut 2899 francs congolais et 1 franc CFA vaut 4,1 francs congolais. Et quel est le cours des principales des exportations du pays? Voici le cours des matières premières. La tonne du cuivre a enregistré une baisse. Elle coûte 9 858,50 dollars américains contre 10 380,59 dollars américains la semaine dernière. Le coût de la tonne du cobalt a encore enregistré une baisse, Eric. Il revient à 26 880 dollars américains contre 26 920 dollars américains il y a une semaine. L'once d'or est vendue à partir de 2353,16 dollars américains contre 2337,49 dollars américains la semaine passée. Le baril du pétrole revient à 74,43 dollars américains contre 79,31 dollars américains il y a une semaine. Et enfin, une tonne de cacao est vendue à partir de 9 408 dollars américains contre 8 780 dollars américains la semaine dernière. Merci Béro Matanda, on vous retrouve avant la fin de l'émission pour le panier de la ménagère. C'est une guerre qui dure depuis plus de 30 ans. Guerre à l'est de la République démocratique du Congo. On parle d'une guerre économique. Comment y mettre fin? On en parle avec un chercheur, lobbyiste. Il est également spécialisé dans le secteur des investissements. Monsieur Patrick Onoya, bonjour. Bonjour mon frère Eric. Première question, c'est quoi une guerre économique? Merci beaucoup. Une guerre économique, naturellement, une guerre, il y a naturellement deux mots là, guerre économique. Une guerre est un conflit qui oppose deux ou plusieurs belligérants. Économique, c'est une guerre dont la source, la genèse, ce sont des intérêts économiques, n'est-ce pas, des richesses pour lesquelles un des belligérants souhaite faire main basse, comme on dit. Et dans ce cas ici de la République démocratique du Congo, nous avons le Rwanda qui attaque le Congo pour faire main basse sur les minéraux. Mais pour bien comprendre, il faut se situer à la genèse. À la genèse de cette affaire, permettez-moi de faire un petit rappel historique pour planter le décor. Allez-y. Nous sommes en 1994, il y a le FPR qui prend le pouvoir et qui amènera quelques années après Kagame au pouvoir. En 1997, nous avons Mouzé Laurent Désiré Kabila qui arrive au pouvoir. En 98, nous avons une guerre qui commence. Une guerre qui divise la République démocratique du Congo en trois. Nous avons d'une part le gouvernement, nous avons de l'autre part le RCD, Goma, tiré par le RCD de manière générale, ils se diviseront après, tiré par le Rwanda, et nous avons le MLC vers le nord, tiré par l'Ouganda. Alors, en 98, de 98 à 2000, il se passe un phénomène économique mondial qui va
faire le bonheur, n'est-ce pas, des belligérants qui se retrouvent à l'Est. Les années 2000, c'est l'avènement au niveau économique de ce qu'on appelle l'ère de la nouvelle économie. L'ère de la nouvelle économie, c'est l'ère économique basée sur les technologies de l'information et de la communication qui apportent une vitesse dans les échanges. Mais lorsqu'on dit une économie basée sur les technologies de l'information et de la communication, nous voyons Internet et nous voyons la téléphonie mobile. Et ici, d'ailleurs, en République démocratique du Congo, on verra GSM et tout ça, et toutes ces compagnies qui commencent vers les années 2000. Cela crée des nouveaux besoins. Des nouveaux besoins qui occasionnent donc un besoin en de nouvelles ressources, entre autres le coltan. Le coltan comme ressource fondamentale pour les téléphones mobiles, ainsi de suite. Et du coup, vers les années 2000, en économie, on parle d'un phénomène qui a existé, qui s'appelle la grande surchauffe. La grande surchauffe, on a une surchauffe en économie lorsque un produit augmente de prix de façon exponentielle. C'est ça qui s'est passé pour le coltan particulièrement et de manière générale les minéraux appelés 3T, donc coltan, cassitérite, wolframite. Or, 98-2000, qui se retrouve à l'Est en ce moment-là, c'est le Rwanda qui se retrouve à l'Est et qui tombe du coup sur une aubaine économique mondiale parce que lorsqu'il y a ce nouveau besoin pour la fabrication des téléphones mobiles, ainsi de suite, on se pose la question au niveau mondial, où trouvons-nous ce minerai? On constate que plus de 60% des réserves mondiales se retrouvent en République démocratique du Congo. Et qui se retrouve maître du coin? C'est le Rwanda. Donc, nous comprenons que, à partir de cet instant, le Rwanda découvre que plus que jamais, il est sur une mine, j'allais dire une mine d'or, mais une mine de coltan, n'est-ce pas, à exploiter. Alors, il y a un livre intéressant à lire que je recommanderais aux spectateurs, c'est La route du minerai congolais. La route du minerai congolais a été écrit par des experts qui ont analysé la question et ils ont constaté que le Rwanda, depuis 1998, a établi ce qu'ils ont appelé une route du minerai congolais qui sort de nos mines, n'est-ce pas, et qui passe par le Rwanda pour être exporté. Voilà pourquoi le Rwanda, au fil des années, s'est retrouvé le plus grand exportateur de minerais, mais pas le plus grand producteur. Alors, il y a quelque chose d'important à comprendre. J'ai analysé la question, j'ai publié un article à ce sujet. J'ai créé un néologisme pour expliquer comment se comporte le Rwanda sur la République démocratique du Congo pour faire main basse aux minerais congolais. Il y a ce que j'ai appelé la néo-rébellion. Le Rwanda a agi en République démocratique du Congo les 30 années, soit par rébellion ou soit par néo-rébellion. La rébellion, c'est comme dans ce cas, c'est-à-dire que son objectif, c'est de piller les minerais congolais. Alors, il le fait soit directement à travers des groupes armés qui l'instrumentalisent, soit, en temps de paix, il invente. Il faut savoir que le brassage tel qu'il a été fait, c'est une invention rwandaise, c'est ça que j'appelle la néo-rébellion. C'est-à-dire, l'objectif doit rester intact. C'est d'exploiter les minerais congolais. On exploite les minerais, soit en temps de paix. Alors là, on a un brassage, et dans le brassage, vous remarquerez que dans les accords des brassages qu'il y a eu au moins 2 ou 3 brassages, à chaque fois dans les accords, on dit les X contingents de la rébellion ne pourra rester qu'au Nord Kivu. Pourquoi? Eh bien, c'est pour juste protéger les exploitations, n'est-ce pas, minières qui se retrouvent là-bas en temps de paix dans le cas de la néo-rébellion. Mais parce que la néo-rébellion, elle marque aussi ses limites. Lorsque la néo-rébellion marque ses limites, et dans ce cas ici, elle a marqué ses limites avec l'état de siège. L'état de siège, parce que dans la route du minerai congolais, on précise que le minerai qui passe par le Rwanda passe de façon frauduleuse. Et l'état de siège, ayant verrouillé les différentes sorties, a créé une carence
au Rwanda de minerais et par conséquent, le Rwanda n'étant plus capable d'honorer les différentes commandes, devrait changer de stratégie, rebelote, rébellion. Alors, il y a quelque chose de très important à souligner, c'est que lorsque les Rwandais ont quitté officiellement la République démocratique du Congo, ils ont au niveau économique établi un système où on a des Congolais que l'on voit, mais en réalité, les tireurs de ficelles sont au Rwanda. C'est-à-dire que vous avez des propriétaires. Ce livre de la route du minerai congolais, si vous y ajoutez aussi le rapport des Nations Unies, il donne ces deux instruments, donnent même les noms des Congolais propriétaires de comptoirs, mais qui en réalité sont des propriétés de Rwanda. Et moi, en tant que lobbyiste, j'en ai fait effectivement, j'en ai eu l'expérience, n'est-ce pas? Parce que en 2016, si vous permettez la petite anecdote, c'est qu'en 2016, j'ai eu l'occasion de découvrir ce que j'avais lu, n'est-ce pas? C'est que j'ai eu l'opportunité, vous savez, lorsque vous faites la promotion des investissements en République démocratique du Congo à partir de l'étranger, on vous parlera de tout, d'agriculture, d'électricité, mais vous finissez toujours par avoir quelqu'un qui sollicite les minéraux. Et par le truchement d'un collègue de Grande-Bretagne, nous avons eu l'opportunité d'avoir un contrat de fourniture de cassitérite, qui est un des minéraux 3T. Et on est donc allé avec le représentant de cette, on appelle les majors, donc de ce grand trader. On est passé par Kigali, on est arrivé à Goma pour rechercher de la cassitérite. Alors, vous allez constater que j'ai fait un constat triste pour dire que la République démocratique du Congo doit se réveiller. Le gouvernement doit se réveiller. Lorsque nous sommes arrivés en 2016, le représentant britannique de cette grande firme me donne une liste. Cette liste, elle est publiée par ITRI. ITRI, c'est une organisation de Grande-Bretagne qui gère les minéraux de sang. Et on a sur cette liste les exportateurs agréés ainsi que les acheteurs agréés. Eux-mêmes étaient sur cette liste. Il a commencé par me montrer leur note. Ouais, nous, on est agréés. Alors, nous avions un contrat en or, mais pour trouver un client, c'est-à-dire un exportateur avec qui on devait faire affaire, il fallait qu'il se retrouve sur cette liste. Mais mon frère Eric, le premier constat amer que j'ai fait, c'est que sur cette liste-là, 80% des exportateurs agréés, reconnus au niveau international pour l'exportation des minéraux 3T sont du Rwanda et de l'Ouganda. Alors, monsieur Patrick Onoya, la question, vous dites que c'est le Rwanda qui découvre que en RDC, il y a ces minerais 3T. Pourtant, pendant la rébellion de Laurent Désiré Kabila, on a vu des compagnies américaines signer contrat avec une rébellion. C'était une première dans le monde. Ça veut dire que ces sociétés américaines, ces multinationales, connaissaient les richesses qui se trouvaient à l'est du Congo. Absolument. Notamment le coltan, wolframite, cassitérite. Absolument. Vous savez, actuellement, la géologie a beaucoup évolué, surtout avec les technologies satellitaires. C'est que il faut savoir qu'il y a des gens à travers le monde qui connaissent le Congo plus que nous-mêmes. Parce qu'il suffit, n'est-ce pas, que des satellites géologiques traversent par là pour savoir ce qu'il y a. Mais il y a quelque chose... Est-ce que le Rwanda est peut-être la face visible de l'iceberg? Et donc derrière le Rwanda, c'est peut-être les États-Unis, c'est la Grande-Bretagne et ses multinationales. Merci. Permettez-moi, je vais être assez franc, mais c'est juste de façon patriotique, hein, parce qu'il faut quand même que certaines choses se disent. La République démocratique du Congo pêche au niveau conceptuel. La République démocratique du Congo, et j'espère pour ce nouveau gouvernement, a du mal à pénétrer
le business international. Elle ne comprend pas les enjeux au niveau du business international. Avec tous les experts que nous avons dans le pays, je me pose la question si c'est parce qu'on est francophone. Hein? Je vais m'expliquer. On dit, je connais en anglais, je vais traduire, on dit business oriented. Les gouvernements, pour comprendre ce qui se passe à l'Est, ils doivent être orientés business. C'est une question d'affaires. Je vais prendre juste un petit exemple. Le chef de l'État a parlé des erreurs du passé, donc nous pouvons quand même émettre un point de vue patriotique. J'entends parler de Apple. On dit on a porté plainte contre Apple. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Mais se limiter à porter plainte n'est pas résoudre le problème, parce que nous disons que cette guerre, elle est comment? Économique. C'est une première étape quand même. Oui, mais la seconde, vous savez, lorsque vous êtes orienté business, lorsque vous êtes un gouvernement orienté business, lorsque vous allez dans une démarche juridique comme celle-là, l'objectif devrait être de coincer contre le mur Apple afin de lui obliger à accepter la contre-offre. Parce que vouloir ou pas, Apple ne fermera pas ses usines en Chine qui ont besoin de coltan parce que nous disons que ce coltan-là provient du Rwanda. Alors, si nous avons une réflexion business au niveau du gouvernement, nous comprendrons que aller dans cette démarche-là nécessitera qu'au préalable, le gouvernement ait préparé une contre-offre. Là où moi je demande au gouvernement de réfléchir, c'est au niveau de la contre-offre. Quelle est la contre-offre que la République démocratique du Congo met sur la table? N'est-ce pas? Le Rwanda fait une offre. Vous dites, n'achetez pas là-bas. Mais dites-moi, vous avez 60% des réserves mondiales, mais dites-moi, vous comprenez un peu? Alors, vous avez comme l'impression que les réflexions ne sont pas épuisées. Et la question, c'est pourquoi? C'est parce que nous n'avons pas des gouvernements orientés business. Mais je suis désolé de le dire, Kagame est orienté business. Et c'est-à-dire comment? C'est-à-dire que Kagame sait parler le langage des affaires. Vous savez, dans le milieu anglo-saxon, il y a toujours une expression qui me fait rire. Vous parlez sur la table, mais à un moment donné, vous allez voir votre partenaire qui s'exclame « Now you are talking ». C'est-à-dire, maintenant, tu parles. Alors, tu te poses la question, je parle avec lui depuis 2 heures, pourquoi il dit que maintenant, je parle? Ça signifie, lorsque quelqu'un te dit « maintenant, tu parles », ça signifie que maintenant, tu commences à dire quelque chose qui va nous amener à conclure. Nous avons des mots, nous avons des belles phrases. Lorsque Kagame va au Qatar, il part avec un lingot d'or dans son sac. Parce que, au-delà de tous les mots qu'on peut sortir, les gens veulent faire des affaires. Et je dis toujours, je répète cet adage, c'est que la plus belle femme du village ne peut être que mariée à l'homme fort. Donc, nous ne pouvons pas aussi être un pays qui stocke autant d'or, l'or qui construit le Rwanda, et nous avons la Sokimo, n'est-ce pas? La Sokimo qui est en faillite, incapable de sortir à peine un lingot d'or. Donc nous devons comprendre que la guerre économique est une guerre de compétitivité aussi. Si nous disons pas le Rwanda, la seconde question à laquelle les partenaires veulent que nous puissions répondre, c'est que faisons-nous RDC pour apporter, n'est-ce pas, pour apporter la solution. Qui finance le Rwanda? Écoutez, si on identifie ces organisations qui financent le Rwanda, on pourra directement échanger avec ces organisations. Merci beaucoup. Vous savez, il y a dans ce monde-là,
il y a ce qu'on appelle les traders. Les traders, il y en a ce qu'on appelle les majors. Les major traders, ce sont les gros traders, n'est-ce pas, qui sont responsables des achats à travers le monde. Et ces major traders, ils ne sont pas nombreux. Ils sont une dizaine. Dans la route du minerai congolais, on les liste. C'est-à-dire que pour connaître ceux qui rassemblent les grandes commandes de ces minéraux, on les connaît. N'est-ce pas? On les connaît, je vous dis. Vous le connaissez ou le gouvernement le connaît? Les connaît. Je dis que c'est connu mondialement parce que le livre dont je parle ici, La route du minerai congolais, c'est sur Internet, il suffit de taper. Donc vous allez voir là, devrait directement discuter avec le gouvernement de la RDC. C'est le gouvernement d'aller vers eux en ayant préparé, j'insiste, en ayant déjà préparé l'offre. Parce que les minéraux... C'est quelle offre? On prépare quelle offre? Je dis ceci. Si vous voulez vendre le coltan, alors vous devez avoir un stock. Comprenez? Kagame, lorsque lui, il va négocier avec eux, il présente son stock. Et moi, dans l'expérience que nous avons eue en 2016, c'est qu'on a constaté, nous avons échoué d'avoir les minéraux en République démocratique du Congo, mais lorsque nous étions à Kigali, on a posé la question, il y avait des minéraux. Ils en ont en quantité multiple. Vous comprenez? Et c'était choquant, en fait. Moi, en tant que Congolais, j'étais choqué. Choqué pourquoi? Choqué parce que, au Rwanda, on savait trouver le minerai, mais au Congo, on ne savait pas en trouver. Je suis allé pour un séjour de 2 semaines. Vous savez combien de temps j'ai fait? 5 mois. Je suis allé jusqu'au Maniema à Kalima. Kalima, c'est le siège de la Sakima. La Sakima, qui est l'entreprise publique chargée de produire les minéraux 3T. Pendant que le coltan construit le Rwanda, la Sakima est moribonde. La Sakima, elle est moribonde. Autant que la Sokimo, qui produit l'or, est moribonde au Congo. Si l'on intègre réellement le concept de guerre économique, nous allons comprendre que guerre économique rime aussi avec guerre de compétitivité. C'est-à-dire que lorsque nous allons dans une démarche juridique telle que nous le faisons chez Apple, ce que Apple ne nous dira pas, mais qu'il attend de nous, c'est de lui dire, si je n'achète pas au Rwanda, montrez-moi vos quantités, je suis prêt à travailler avec vous. Rappelez-vous. Le Congo ne connaît pas les quantités qui se trouvent sous son sol. Nous constatons simplement, et je le dis, et je parle moi du vécu. Donc aujourd'hui, on ne sait pas, on n'a pas certifié les réserves de coltan, de wolframite, de cassitérite. Je pense simplement que nous devons prendre le taureau par les cornes. Comment? N'est-ce pas? Nous devons nous intéresser à ce qui vaut la peine. Parce que la Sakima que moi j'ai vue lorsque je suis allé dans le contrat, on ne croirait pas que c'est cette Sakima, n'est-ce pas, qui... vous savez que la Sakima, elle a une quarantaine de carrés miniers qui partent du Maniema au sud Kivu jusqu'au nord Kivu, et que ceux qui ont constitué dans l'histoire, n'est-ce pas, de l'artisanat, ceux qui ont constitué la première couche des artisanaux, c'est quoi? Ce sont les mineurs de la Sakima. Donc, on ne peut pas comprendre. Moi, je pose juste un postulat. Je dis, le coltan congolais a construit et continue à construire le Rwanda. L'or congolais continue à construire le Rwanda. Il n'y a aucune raison pour que la Sokimo et la Sakima soient en faillite. Et nous devons comprendre que la guerre économique veut dire que pour mettre un terme à cette guerre, nous devons prendre les fournisseurs du Rwanda, n'est-ce pas, et les amener vers le bon chemin qui est celui du Congo. Je prends au mot le ministre des Affaires étrangères, Lutundula. Le ministre des Affaires étrangères, Lutundula, il a dit quelque chose. Moi, ça m'a choqué, je suis désolé. Il a dit que dans le contentieux avec l'Union européenne, lorsque le Congo est allé se plaindre de pourquoi l'Union européenne a signé avec le Rwanda cet accord sur la fourniture de minerais,
eh bien, l'Union européenne a rappelé au Congo que préalablement, l'Union européenne avait signé le même contrat avec la RDC il y a 3 ans. Mais la question maintenant, lorsqu'on est orienté business, c'est de se dire, est-ce que les usines d'Allemagne, les usines de Suède, les usines de Pays-Bas, qui ont besoin de nos minéraux, nos coltans, cassiteries, tout ça, vont fermer parce que la République démocratique du Congo a été incapable de livrer les minéraux? C'est là que vous comprenez au fait que lorsqu'on dit guerre économique, c'est une guerre de compétitivité. Donc il y a un problème de gouvernance. Parce que si la RDC n'arrive pas à faire l'exploitation de ces richesses minières, vous avez parlé de Sakima, de Sokimo, qui ont des réserves, qui ont des gisements, mais qui n'arrivent pas à exploiter. Ça veut dire qu'il y a un problème de gestion dans ces entreprises. Moi, je crois qu'il y a un problème de compréhension du concept de guerre économique. Vous comprenez? Parce que si l'on comprend... Alors, allez, soyons conceptuels. La guerre, les experts disent que la guerre se mène à 3 niveaux. La guerre tout court se mène lorsqu'elle est politique, parce que tout court, ça veut dire guerre politique. La guerre se mène à 3 niveaux. Elle se mène au niveau du renseignement. Elle se mène au niveau de la diplomatie et elle se mène au niveau du front, la guerre. Mais lorsque cette guerre est économique, la 4e composante, c'est que la guerre se mène au niveau de la compétitivité. Parce que l'on sait qu'à la source, n'est-ce pas, il y a le fait que X veut avoir les ressources sur nous. Donc, nous devons augmenter notre compétitivité. Je dis bien que les lobbyistes comme nous... La compétitivité, c'est quoi? C'est transformer localement. C'est de fournir par nous-mêmes ce que les Rwandais fournissent. Parce que la simple chose est que, je donne l'exemple... Qu'est-ce que le Rwanda fournit Le Rwanda fournit de l'or, le Rwanda fournit le coltan, le Rwanda fournit à tout celui qui veut en avoir. Tous ces produits viennent du Congo. Viennent du Congo. Maintenant, est-ce que c'est prouvé? Je vous ai parlé d'une expérience. En 2016, je me suis retrouvé avec un Britannique, n'est-ce pas, sur un contrat que nous avions. Je n'ai pas pu obtenir les minéraux au Congo. Faute de quoi? Voilà, je vais vous expliquer. En République démocratique du Congo, pour avoir les minéraux, il faut préfinancer la production. Les Rwandais, les Ougandais ont compris. Ils préfinancent la production. Les minéraux, je pouvais les voir. Je pouvais voir la cassitérite, mais elle était toujours à quelqu'un. Mais lorsque nous étions à Kigali, on a vu les vrais propriétaires. N'est-ce pas? Ça signifie qu'on produit parce que c'est préfinancé. C'est pourquoi j'ai parlé dans une de mes publications de la nécessité de la création d'une task force intelligence économique. C'est une question d'intelligence économique, de comprendre. Et maintenant, dans la route du minerai congolais, on explique que ça vous avez expliqué, il préfinance et puis ça se passe comment Il préfinance, c'est-à-dire que celui qui préfinance est propriétaire du minerai qui n'est même pas encore produit. Comprenez? C'est-à-dire que vous êtes créateur, vous êtes coopératif, vous n'avez pas l'argent. Vous avez besoin de nourriture, vous avez besoin d'outils, vous avez besoin de tout ça pour travailler pendant une année. Et par exemple, pendant 1 mois. Et pendant les 1 mois, tout ce que vous récoltez, eh bien, appartient à celui qui a financé. C'est-à-dire que c'est lui qui a la primeur de l'achat. Voyez, vous ne pouvez pas vendre à quelqu'un d'autre. Et on m'a dit à l'Est même que c'est des rigueurs parce que ceux qui ont tenté de vendre à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas, ils ont été tués. Alors, du coup, comme les gens savent que si tu respectes les règles, tu as la vie, n'est-ce pas? Si tu les enfreins, c'est la mort. Les gens, ils respectent à la lettre. En 2020, j'ai eu encore une autre opportunité. Cette fois-ci, j'ai eu une opportunité, je vous ai dit, à chaque fois que vous faites la promotion des investissements à l'étranger, vous avez toujours quelqu'un qui vous parle des minéraux. Cette fois-ci, vers 2019, c'est l'or. J'ai fait plusieurs voyages à Goma et surtout dans le Grand Nord. Butembo, Beni, j'y étais. Mais qu'est-ce que l'on vous dit? Si vous cherchez de l'or, allez à Kampala. L'or, je pouvais le voir, mais on ne pouvait pas acheter.
Pour la simple raison que j'ai dit que les propriétaires sont là. Lorsque vous êtes légèrement vers le sud, donc Goma, Sud Kivu, c'est le Rwanda. Un peu vers le nord, c'est l'Ouganda. À Kampala, vous avez autant d'or, même si vous avez besoin d'une tonne d'or, vous allez en trouver. Mais cherchez une tonne d'or. Pourquoi en RDC, on n'en trouve pas? C'est comme je l'ai dit, c'est l'origine. C'est que lorsque ils sont venus, ils ont mis en place des systèmes d'approvisionnement. Et si ce n'était pas par la rébellion qu'ils arrivent à gérer, à mettre en place les systèmes sur les différents carrés miniers, c'est par la rébellion et par la néo-rébellion, donc par le brassage. Et par le brassage, vous allez voir que ces différentes troupes provenant de la rébellion restent là-bas au nord Kivu, restent là où il y a les minéraux. Donc, le système étant tel qu'il est, il nous faut de l'intelligence économique pour comprendre, n'est-ce pas? Parce que la finalité de l'intelligence économique, c'est de trouver un avantage concurrentiel. Là, le Rwanda a un avantage concurrentiel sur nous, n'est-ce pas? À nous de réfléchir. Parce que, peu importe ce que vous dites, eh bien, les usines en Allemagne ne vont pas fermer, n'est-ce pas? Mais plutôt, comme les major traders, c'est une shortlist de ne pas 10 personnes, si nous organisons l'approvisionnement local, n'est-ce pas? Eh bien, on peut toujours maintenant négocier avec les Est-ce que si on certifie les réserves du Congo, ce serait déjà pas une solution déjà? On certifie et on peut, à travers ces certifications, commencer à trouver des partenaires comme on l'a vu avec cet appel d'offres dans le secteur des hydrocarbures? Merci. Je veux revenir, permettez-moi de revenir sur le concept. Parce que je disais que notre difficulté, c'est parce qu'on est peut-être francophone. Dans le international business, les gens veulent privilégier le trading. Comprenez? C'est-à-dire que les gens veulent privilégier le commerce, c'est-à-dire. Mais nous privilégions l'investissement. C'est-à-dire que nous disons à chaque fois à celui qui veut prendre, de dire, tu en veux? Viens investir toi-même. C'est ça le langage du Congo. Mais ce langage-là, les Rwandais ont compris le langage du Congo et ont compris le langage international. Qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent le jeu au Congo. Le Congo, tu veux venir? Finance-moi. Il le finance. Il a le stock. C'est-à-dire, il a le stock pour parler maintenant le langage international. Parce que dans le langage international, on veut faire du trading. On cherche des gens qui ont le stock. Et la République démocratique du Congo ici, lorsqu'on vient ici, il n'y a pas de stock. Les traders, c'est commercer, faire le commerce, faire des échanges. Or, il y a des strates qui ont été créées, n'est-ce pas? Et dans cette modularité qui est créée, il y a les traders qui occupent une grande place. Et les traders, soit lorsqu'ils veulent, ils sont exploitants, et traders, il y en a qui sont à la fois exploitants, qui acceptent d'investir dans les mines, n'est-ce pas, et d'acheter. Mais d'autres ne veulent que acheter, ils ne veulent pas s'impliquer dans les opérations. Vous comprenez? Alors, le Rwanda et l'Ouganda ont compris. Maintenant, pour avoir un avantage concurrentiel, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir du stock. Et c'est ça que, comme je dis, nous, si nous étions orientés business, nous aurions compris cela. Mais pour avoir ce stock, il faut produire. Et non, il déstabilise le Congo pour avoir ce stock. Exactement, il déstabilise. Alors, les hommes d'affaires véreux sont ceux qui s'en foutent. Ils s'en foutent de comment le Rwanda fait pour avoir ses minéraux, pourvu qu'il puisse y avoir le stock. Alors, quelle solution, comment y mettre fin, comment permettre à la RDC de récupérer ses droits, de pouvoir, comme vous dites, traiter directement avec les majors ou faire venir des majors ici au Congo. Comment faire? Quelle solution? C'est l'intégration, l'intériorisation des principes des affaires au niveau international que je suis en train d'expliquer ici. C'est que la République démocratique du Congo ne doit pas continuer à avoir une Sokimo moribonde, n'est-ce pas? Elle ne doit pas continuer à laisser les artisanaux à la merci de tout venant. Et le tout venant ici, c'est qui? C'est le Rwanda, c'est l'Ouganda, n'est-ce pas? La République démocratique du Congo doit mettre en place
des politiques publiques augmentant la compétitivité de la République démocratique du Congo dans le secteur minier. Et cela va jusqu'à avoir des stocks au Congo. Le chef de l'État, lorsqu'il va négocier, il va parler de la question des minerais congolais à l'étranger, nous devons augmenter son poids. Le gouvernement doit augmenter le poids du chef de l'État en lui garantissant des stocks d'or, pas dans les gis, pas dans le sous-sol, non. Les actifs, parce que au niveau international, on recherche les actifs. Un minerai est un actif lorsqu'il est tradable. L'or devient un actif lorsqu'on peut voir les lingots, pas dans le sous-sol. Le coltan devient un actif, n'est-ce pas, lorsqu'on peut voir le stock. Donc la République démocratique du Congo doit comprendre que relancer la Sakima, relancer la Sokimo, financer les artisanaux, créer, n'est-ce pas, une route congolaise par les Congolais est un enjeu de la guerre. C'est simple, il faut les financer, il faut les structurer. Et si ce n'est pas possible, parce qu'il n'y a pas l'argent, nous avons parlé de la financiarisation de l'économie, la République démocratique du Congo doit comprendre que pour financer une entreprise d'or, il y a l'argent à travers le monde. Mais seulement, il faut savoir comment faire. Et c'est ça le boulot. Les joint ventures, là, ça ne rapporte rien. Les joint ventures, comme joint venture entre la Sokimo et Kibali Gold Mine. Non, mais la meilleure, c'est que cet or-là n'appartient pas à la RDC. Cet or de la joint venture n'appartient pas à la RDC, elle appartient à Kibali Gold. N'est-ce pas? C'est Kibali Gold qui est maître. Ici, nous parlons de l'or pour lequel la République démocratique du Congo serait maître. C'est ça la question. Pour revenir un peu, comme on l'avait dit une fois, à la grande Gécamine des années 70-80. Il y a des modèles, il y a multiples modèles qui existent. On peut aller vers le modèle public, tout comme on peut aller vers le modèle privé. Si Kagame a propulsé ces hommes d'affaires rwandais qui financent, n'est-ce pas, les creuseurs en République démocratique du Congo, eh bien, ce sont des particuliers, mais c'est un système qui marche. C'est un système avec des particuliers. Nous disons que nous avons les différentes coopératives. Il faut aussi qu'il y ait une réflexion de compétitivité par le nouveau gouvernement pour financer, n'est-ce pas, ces différentes coopératives afin que les minerais qui vont produire soient des propriétés des Congolais et que cela se fasse en grande quantité. C'est toute une stratégie, n'est-ce pas, à mettre en place. Et il faut savoir que c'est de cette manière-là que nous allons réellement déstabiliser. Nous aimons trop des choses en grand, hein? Mais ce n'est pas mauvais, ce n'est pas mauvais. Mais il faut retenir que les Rwandais et les Ougandais, eux ne sont pas dans de grandes choses. Ils sont dans ce financement des petits, mais ils peuvent permettre en Ouganda, on m'a promis 1 tonne mensuelle si mes acheteurs avaient l'argent, hein, tel qu'ils me le disaient. Donc ça signifie quoi? Mais est-ce que vous voyez une grande mine à Butembo? Est-ce que vous voyez une grande mine en Ituri à part ceux qui sont connus? Non, ils ont organisé des milliers d'artisanaux, n'est-ce pas, qu'ils préfinancent. Donc, il est important que le nouveau gouvernement comprenne les enjeux et qu'il puisse savoir taper là où ça fait mal. Et c'est le nouveau gouvernement qui doit donner le poids au chef de l'État. On ne peut pas aller et consentir ce genre de discours de dire « Nous avions signé avec vous il y a 3 ans, vous n'avez pas pu livrer ». Vous comprenez? Dans le cadre des erreurs du passé, nous devons nous dire « Que devons-nous faire ?» pour que les partenaires ne soient plus obligés d'aller négocier avec nos voisins parce que simplement, nous, on n'a pas pu livrer. Donc, posons-nous les bonnes questions, mais regardons-nous droit dans les yeux. La stratégie qu'avait adopté le chef de l'État, celle de transformer au Rwanda l'or de la Sakima, n'était pas une bonne stratégie. Disons que c'était une stratégie qui visait à pouvoir créer des relations de bon voisinage. Et c'est une stratégie qui, visiblement, par mauvaise foi de nos partenaires, donc de l'époque, a montré ses limites. Mais ici, nous sommes dans un contexte actuellement de la guerre où il faut affirmer sa souveraineté.
Et dans le cadre de l'affirmation de la souveraineté, nous devons augmenter la compétitivité. Je dis toujours que dans le cadre de la guerre économique, le ministre de l'économie est l'équivalent du ministre de la défense. Maintenant, lui, cette fois-ci, le ministre de l'économie est chargé, en s'associant avec son état-major, qui est le ministère des Mines, de mettre en place, et le ministère des Finances, de mettre en place des stratégies pour augmenter la compétitivité. Nous devons comprendre, je le répète, que dans le cadre de la guerre économique, la Sakima, producteur d'or, producteur de minerais 3T, coltan, cassitérite et wolframite, entreprise publique de production de minerais 3T, et la Sokimo, entreprise publique de production d'or, ne doivent plus être en faillite parce que ce sont des entreprises stratégiques dans le cadre de la guerre. Et nous devons le comprendre et nous devons avoir nos stocks à nous, des stocks d'or, n'est-ce pas? Nous devons avoir nos stocks de coltan, de cassitérite, de wolframite et nous devons avoir une politique publique de soutien des artisanaux afin que lorsque le chef de l'État va négocier ces choses, eh bien, qu'il présente des quantités, pas dans le sous-sol, dans des warehouses. Mais il y a aussi des politiques incitatives pour attirer ces investisseurs. Au Rwanda, il semble que la fiscalité, elle est plutôt favorable aux investisseurs. Au Congo, elle étouffe les investisseurs. Exactement, ce sont des compléments. Mais moi, retenez que je reste dans les principes. Nous, lorsqu'on parle investisseur, il y a toujours le mot étranger qui est soit dit ou soit non dit. Or, il y a un principe fondamental en économie du développement. Il a été constaté que l'investissement direct étranger se développe beaucoup plus rapidement dans les pays où il existe une classe des investisseurs locaux. C'est un principe qui carrément s'érige comme postulat. Ceci veut dire, on veut dire en d'autres termes, pour bien attirer ceux qui sont loin là, commencez vous-même par donner des biceps aux investisseurs locaux. C'est ça que le Rwanda fait. Le Rwanda a créé cette classe d'investisseurs locaux dans le secteur des mines. Des gens qui, lorsque vous, les traders, vous avez besoin de minerais, c'est un Rwandais qui peut te présenter 30 tonnes, 40 tonnes, 50 tonnes. Et ce n'était pas son argent. C'était l'administration Kagame qui a organisé cela. Et qui fait que en 2019-20, j'ai amené ce que beaucoup d'investisseurs aiment dans le secteur de mines, c'est achat avec option d'investissement. C'est-à-dire, j'achète d'abord, fournis-moi d'abord, j'achète 1, 2, 3 fois. Et puis après, si tu peux me fournir 10 kilos le mois, moi maintenant je vais investir dans tes activités pour que tu puisses arriver à 100 kilos le mois. Vous voyez un peu? Et ça, c'est un modèle d'affaires anglo-saxon. Mais ici, il y a très peu de Congolais qui osent se lancer ou se risquer dans l'investissement ou dans l'investissement du secteur minier. Il y en a très peu. En 2020, j'ai amené aux États-Unis une délégation du ministère des PME, de l'OPEC, avant que ça se transforme en ANADEC, et de la présidence, pour voir comment, à travers ce qu'on appelle la Small Business Administration aux États-Unis, fonctionne pour booster ces entrepreneurs. Et moi, ma grande joie est que j'ai été dans les coulisses à la genèse de la création du Fonds de garantie d'État, n'est-ce pas, le FOGEC, n'est-ce pas, qu'ils ont vu les insuffisances qu'il y avait chez nous, et voilà, c'est cette mission d'échange. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ils ont constaté que ce sont les États-Unis qui fabriquent les millionnaires. Vous comprenez? C'est-à-dire que dans le système qui est mis en place, c'est l'État qui fabrique les millionnaires. Au Nigeria, si Dangote est devenu ce qu'il est devenu, Dangote est un milliardaire, Tony et Lumelu sont des milliardaires fabriqués par le système. Le Congolais, donc nous, c'est self-made man, n'est-ce pas? Nous devons arrêter de comprendre cela. Comment on va créer les millionnaires? On doit les fabriquer. On doit mettre en place des pipes, on met en place des programmes. Ils ont vu aux États-Unis, on les a montré comment on fait des programmes de mentorship, et tout ça, de mentoring et tout ça, pour pousser les gens vers le haut, n'est-ce pas? C'est le gouvernement qui réfléchit, qui met en place ce mécanisme, et finalement les plus aptes, n'est-ce pas, s'en sortent. Donc, il ne faut pas
que la balle soit constamment ramenée auprès des Congolais. C'est l'État qui doit prendre ses responsabilités. Le chef de l'État a donné la vision. Il veut créer des millionnaires, il doit exister maintenant au niveau du gouvernement, des politiques publiques. Et comme je l'ai dit, dans le cadre de la guerre économique, eh bien, ça doit être pris très au sérieux. Je rappelle que notre invité, c'est Monsieur Patrick Onoya. Il est professeur, il est chercheur, il est lobbyiste. Avec vous, nous allons suivre le panier de la ménagère avec Béro Matanda. Sur le marché, les prix des denrées alimentaires de base sont vendus comme suit. Un sac de semoule de 25 kg varie entre 56 et 63 000 francs. La mesurette ou écolo est à 3 000 francs, voire 2 500 francs congolais. Un sac de riz de 25 kg est à 77 000 francs. Une mesurette ou écolo de maïs coûte 1 700 francs congolais. Un tas de tarots varie entre 2 000 et 5 000 francs. Une chikwang bateke varie entre 1 000 et 2 500 francs congolais. Une mesurette ou copeau d'haricots varie entre 2 500 et 5 000 francs congolais, c'est selon la qualité. Un seau d'écossette de manioc coûte 17 000 francs. Un tas de bananes plantains va de 2 000 à 7 000 francs. Un tas de patates douces coûte 2 000 voire 5 000 francs congolais. Un bidon d'huile végétale de 5 litres varie entre 28 et 35 000 francs congolais. Celui de 25 litres est à 110 000 francs. Un bidon d'huile de palme de 5 litres coûte 20 000 francs congolais. Un tas de pommes de terre varie entre 2 000 et 5 000 francs. Une rame de chinchard 20 plus coûte 70 000 francs. Le kilo revient à 10 000 francs, voire 12 000 francs congolais. Un carton de jarret coûte 80 000 francs. Un kilo de poisson bongo est à 7 750 francs congolais. Un carton de poulet sans emballage ou poulet nu coûte 87 000 francs congolais et un poulet est vendu entre 10 000 et 15 000 francs congolais. Un carton de cuisses de poulet à rôtir est à 59 000 francs. Le kilo est à 7 500 francs congolais. Un carton de cotis viandé coûte 138 000 francs congolais. Le kilo est à 14 500 francs congolais. Un carton de gésier coûte 73 000 francs et le kilo est à 9 500 francs congolais. Un plateau d'œufs revient à 15 000 francs congolais. Un pain est vendu à partir de 200 francs dans les boulangeries artisanales. Un paquet d'eau coûte 6 500 francs congolais. Merci Béro Matanda, on vous retrouve la semaine prochaine avec vos différentes rubriques. Alors Monsieur Patrick Onoya, on amorce l'atterrissage. Rapidement quelques questions avant de nous séparer. Gouvernement souminois, vous êtes satisfait? La composition, c'est bon? Bien, il faut dire que c'est une bonne question. Hein? C'est une bonne question. Parce qu'après 5 mois, lorsque l'on voit le spectacle qui nous est offert au niveau politique, moi je donnerais plutôt juste un conseil à collègues politiques, parce que conseil où vous dites c'est un bon gouvernement ou pas? Ce gouvernement, je pense qu'au-delà de lorsqu'on suit l'actualité, on se rend compte au fait que c'est un gouvernement perfectible, et nous espérons qu'il sera réellement perfectible, parce que la paix, n'est-ce pas? La quiétude, la sérénité est un gage de succès. Perfectible, donc on doit changer dans les mois, les années qui viennent. Je fais confiance particulièrement au chef de l'État, qui est le garant de la nation, mais je fais confiance aussi à la maturité politique des chefs de regroupement, n'est-ce pas, qui vont avoir la maturité politique nécessaire de privilégier les intérêts du Congo par rapport aux intérêts personnels. Mais dans tous les cas, nous exhortons en fait la classe politique à produire, n'est-ce pas, un gouvernement qui pourrait apporter la quiétude à tous. Vous n'êtes pas dans ce gouvernement, vous êtes déçu, vous avez peut-être espoir que l'on puisse vous insérer dans cette équipe? Ah ben, j'attendais cette question. C'est vrai que j'étais attendu dans le gouvernement, mais je pense que j'ai l'âme d'un soldat. N'est-ce pas? Un soldat, il est au front, pas parce qu'il attendait une promotion, mais il est au front parce que c'est une vocation. Et c'est ça que je souhaite aussi pour tous les hommes politiques, quel que soit, que ça ait marché ou pas marché, ayons d'abord le Congo comme soubassement. Travaillons pour ce pays. Merci. Votre projet, 1 hectare pour un étudiant, on en est où? C'est bon? 1 hectare pour un étudiant, très très bien. Nous sommes en train de préparer la saison A en septembre. Vous voyez, nous avons entamé la saison sèche. Nous espérons vraiment aller en une augmentation en puissance.
Et là, nous avons lancé Mbujimaï, où nous avons pu acquérir à Mbujimaï 100 hectares de terre. Pour la saison A aussi, on se prépare pour Mbujimaï. Et bientôt, nous serons à Lubumbashi. Bientôt, on va nous accueillir à l'université de Lubumbashi, à l'UNILU, pour lancer aussi le projet 1 hectare pour un étudiant. C'est un projet républicain, un projet citoyen qui nous tient à cœur. Il est important de s'engager pour le développement du pays. Vous n'êtes pas financé par le gouvernement? Pas encore, nous ne sommes pas financés, mais nous avançons, mais nous ne perdons pas espoir non plus. Mais financement ou pas financement du gouvernement, les étudiants sont déterminés à avancer et nous mettons en œuvre tous nos réseaux pour faire en sorte que cela marche. Alors, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui commencent maintenant à chercher à nous confier leurs hectares. Moi, j'ai 10 hectares de terre, j'ai 20 hectares, je n'en fais rien. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Moi, ça m'a plu. J'ai compris que la sauce prend. Et j'ai d'ailleurs même d'autres personnes qui veulent investir. Et ce pays nous appartient à nous. Il est anormal, n'est-ce pas, que les organisations internationales mettent beaucoup plus d'argent que le gouvernement dans l'agriculture. Nous espérons que ça va changer. Alors, cette question, j'aimerais juste une petite réponse. La RDC, dans le top 5 des pays les plus pauvres, selon le Fonds monétaire international, qu'est-ce que ça vous inspire? Une grande tristesse, et nous espérons que les scientifiques, les technocrates ne vont plus se taire. Parce que lorsque les scientifiques se taisent, les politiques se perdent. Nous avons une grande perdition, et il faut que ça cesse. Je rappelle que notre invité, c'était Monsieur Patrick Onoya. Il est professeur, chercheur lobbyiste. Monsieur Patrick Onoya, merci d'avoir répondu une fois de plus à l'invitation de Jeudi Économie. Je vous en prie, merci. Merci à Pascal Kalambaï, merci à Patrick Mugongo qui ont permis la diffusion de cette émission sur toutes nos plateformes, sur YouTube, Facebook. Merci à Chris Bivoula qui était au niveau du son. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC, indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Ambago.